François Lamy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de l'actualité politique et on va commencer par votre propre actualité. Vous avez signé la charte entreprises et quartiers avec 40 entreprises qui s'engagent pour le développement économique et pour aider le gouvernement dans sa bataille pour l'emploi. Cette charte, elle concerne les quartiers populaires en priorité. C'est le retour de l'État dans les banlieues. C'est une certaine forme de retour de l'État dans les quartiers populaires. C'est un des éléments, puisque la bataille pour l'emploi, la bataille pour le développement économique, elle est encore plus accrue à l'intérieur de ces quartiers, puisqu'on a des taux de chômage qui sont entre 2 et 3 fois supérieurs. Ça veut dire que dans certaines communes, je pense à la commune d'Amiens qui a défrayé la chronique au mois d'août dernier, c'est 57% des jeunes qui sont sans emploi. Donc c'est une bataille majeure pour le gouvernement. Il y a cette charte qui a été signée avec 40 entreprises qui s'engagent et qui vont après le faire très très concrètement, puisqu'il y aura surtout, c'est la différence avec les autres chartes qui ont pu être signées les années précédentes, il va y avoir un comité de suivi et très très précis, entreprise par entreprise. Il y a l'aspect développement économique. Je présenterai au mois de septembre-octobre une filière pour le développement économique à l'intérieur des quartiers avec l'aide de la Banque publique d'investissement. Et puis, il y a surtout le développement dans ces quartiers des dispositifs gouvernementaux, entre autres les emplois d'avenir. On en a fléché à échéance 30 000 sur les 100 000 vers ces quartiers populaires, puisqu'on sait que c'est le noyau dur du chômage, des jeunes qui sont sans qualification, sans formation, mais qui en même temps, pour certains d'entre eux, retrouvent des circuits. La plus grande difficulté étant dans ces quartiers de trouver les moyens pour que ces jeunes et ces moins jeunes retrouvent le chemin de ceux qui peuvent leur trouver une solution. C'est le problème. Pour l'emploi, la mission locale, c'est connu, mais c'est pas forcément des lieux fréquentés par ces jeunes. Et donc, un des éléments qui est passé un peu inaperçu au niveau des médias, mais qui pour moi est très très important, c'est l'engagement qui a été pris au Muro dans un document contractualisé par Pôle emploi, en présence du président de la République, François Hollande, pour que Pôle emploi s'engage directement dans les quartiers. Et donc dans cette convention, entre autres, il y a le fait qu'il va y avoir maintenant un agent de Pôle emploi présent physiquement dans tous ces quartiers. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de politique de la ville ? Alors qu'apparemment, la politique de la ville, enfin la façon dont vous en parlez en tous les cas, on a l'impression que c'est seulement une manière enfin seulement, je ne sais pas si le terme seulement est bien employé, mais en tout cas, c'est une manière de cautériser les plaies dans les banlieues. Ça va plus loin que ça. Pour moi, c'est le ministère de la Ville, c'est le ministère de la cohésion urbaine et de la solidarité urbaine. Voilà. Et donc, il faudrait peut-être changer la dénomination. Oui, écoutez, c'est celle qui a été reprise depuis 30 ans, mais voilà, je fais passer le message parce que je pense que c'est important. Moi, je m'occupe à la fois d'emploi, de sécurité, de santé, d'éducation, de formation, de culture à l'intérieur des quartiers. Donc j'ai une vocation et une fonction interministérielle, c'est-à-dire de mobiliser mes collègues du gouvernement et leurs administrations pour qu'on en fasse plus à l'intérieur de ces quartiers. C'est ce que je suis en train de faire actuellement avec des conventions que je signe. C'est une première dans la Ve République. Un ministre qui conventionne avec ses collègues. Voilà. Donc j'ai passé 5, déjà j'en ai signé 5, j'en ai 6 qui sont en préparation et en négociation. Donc c'est vraiment, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de faire qu'on mobilise l'ensemble des politiques et qu'on en fasse plus, qu'on rétablisse l'égalité républicaine à l'intérieur de ces quartiers, parce qu'il y a un déséquilibre actuel. C'est ça d'abord pour moi l'enjeu. Et puis, faire que ces quartiers, surtout, retrouvent le chemin de leur territoire. Voilà, ce sont souvent des quartiers qui sont montrés du doigt, qui sont stigmatisés. Et moi, je souhaite qu'ils redeviennent partie intégrante de leur territoire. C'est un enjeu que je crois qui concerne toute la société. Et qu'est-ce qui vous permet de penser que vous allez faire mieux que le plan banlieue espoir de vos prédécesseurs ? Parce que le discours de Mme Fadela Amara était le même et ça n'a pas été vraiment, franchement, un succès. Je pense que j'ai pris la méthode inverse. Je crois que plus personne ne croit au plan d'urgence, ne croit au plan Marshall. D'ailleurs, ils n'ont jamais fonctionné. Moi, mon enjeu, c'est de poser des outils structurels. Il se trouve que dans ce pays, il y a des fractures territoriales. Voilà, il y a des fractures entre les villes, il y a des fractures à l'intérieur des villes, il y a des fractures entre les villes et le monde périurbain, entre le monde périurbain et le monde rural. Moi, ma mission, ce sont les villes. Et je crois qu'un des enjeux, c'est qu'on puisse... La formule n'est pas belle, hein,
mais c'est celle qui me semble la plus frappante, c'est qu'on territorialise les politiques publiques. Dans ce pays, les administrations, par essence, s'adressent à des publics. Je vous parlais tout à l'heure de Pôle emploi. Pôle emploi, le conseiller de Pôle emploi s'engage et travaille avec le demandeur d'emploi quand le demandeur d'emploi a passé la porte de Pôle emploi. Voilà. On s'adresse à des publics en général. Là, il se trouve qu'on a des territoires très spécifiques. Certains de nos quartiers populaires qui sont repliés sur eux-mêmes pour une partie d'entre eux. Et donc, il faut des politiques spécifiques. Et il faut que chacun des départements ministériels s'engage. C'est ce qu'on a fait, entre autres, avec Manuel Valls sur les zones de sécurité prioritaires, où on reconnaît qu'il faut mettre le paquet dans un certain nombre de Mais au début de l'année, quartiers. Monsieur le ministre, vous aviez dit que seuls 500 à 1000 quartiers sensibles devaient être bénéficiaires des crédits de la politique de la ville, Oui. contre 2500 en 2012. Alors, est-ce qu'on peut parler de rigueur dans votre budget Non. ou même d'austérité? C'est pas non, parce que ça fera. Non, parce que c'est pas un problème budgétaire pour moi. L'enjeu. Mais quand même, sans sous, Certes, mais moi, l'argent l'enjeu- est le nerf Tout de à la fait. politique. Mais pour moi, l'enjeu, c'est de faire justement, et je sors d'une conférence citoyenne avec des représentants associatifs qui nous expliquaient, mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il n'y ait plus de politique de la ville à terme. Voilà. C'est qu'on bénéficie dans ces quartiers des mêmes droits et des mêmes politiques publiques que les autres. C'est ça l'enjeu, qui était construire dans les. Vous voulez dire qu'il n'y a plus de politique des quartiers, alors plutôt, Oui, mais c'est plutôt ça. une politique de la ville. Mais alors. voilà, l'objectif. Ça rejoint ce qu'on disait tout à Voilà, l'heure. tout à fait. L'objectif à terme, c'est ça. Après, il se trouve que depuis 30 ans, en politique de la ville, on n'a jamais rien supprimé. Voilà. Donc, on est parti de à peu près 70 quartiers en développement social des quartiers pour aboutir à ici maintenant à près de 2500. La réalité, c'est que on a 1 millier de nos quartiers dans lesquels se concentrent les difficultés et qu'il faut rééquilibrer. Donc, dans les autres, ceux qui vont sortir de la politique de la ville, on pourra toujours contractualiser avec l'État, parce que la politique de la ville, c'est une politique d'abord de partenariat entre les élus, le monde associatif, les citoyens et l'État. Donc on pourra toujours contractualiser, mais sur ce qu'on appelle le droit commun, voilà, bon, sur des politiques publiques. Moi, je mettrais les crédits de la politique de la ville en plus. Partout où ça sera nécessaire, parce que ces crédits doivent servir d'effet de levier. Quand moi je pose 1 euro, voilà, il faut que toutes les autres politiques publiques en posent un aussi. Voilà, il sert à ça, mon budget. Si on doublait le budget du ministère de la Ville, je serais le plus heureux. Bon. Mais néanmoins, ça ne serait pas plus efficace. Parce que l'enjeu, c'est que ces crédits servent d'effet levier, d'effet tremplin. Ils ajoutent un plus. Voilà. Ils permettent de débloquer des politiques publiques. Ils ne peuvent pas remplacer des politiques publiques. C'est pas le ministère de la Ville qui va s'occuper de l'éducation, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Donc l'enjeu, c'est que dans des programmes de réussite éducative qui sont financés par le ministère de la Ville, l'éducation nationale s'engage un peu plus. Voilà. Et je peux le dire ministère par ministère. Donc je ne pointe pas du doigt tel ou tel de mes collègues, on s'en fout, puisqu'ils sont tous très mobilisés sur cette question, mais il se trouve que par essence, les administrations n'ont pas l'habitude de concentrer leurs moyens sur des territoires. Voilà. Et moi, c'est pour moi l'enjeu dans les prochains mois. Quoi. Alors, l'enjeu, c'est aussi d'inverser la courbe du chômage, et François Hollande a réitéré et maintenu sa promesse d'inverser d'ici la fin 2013 cette courbe du chômage. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible ? Bien sûr que c'est possible, c'est une question de volonté. Après, il y a bien entendu la enfin, situation. tout le monde dit que ce n'est pas possible. Hein, le oui, FMI, mais on se donnera l'Union européenne, la Commission. Voilà, on se donnera rendez-vous à la fin de l'année. En tout cas, ce que dit le président de la République, et il a raison de le dire, c'est que si jamais on commençait à se dire ce n'est pas possible, alors on perdrait la bataille. Donc on doit tout faire. Et mais vous allez peut-être aussi perdre la bataille s'il n'y arrive pas. S'il n'y arrive pas. Il peut aussi créer une grosse déception. Eh bien, l'enjeu, c'est, vous connaissez la formule, on perd toujours des batailles qu'on mène pas. Voilà. Et bien, donc l'enjeu, c'est bien que chaque membre du gouvernement soit mobilisé. C'est les la bataille emplois de aidés, boutons. ce sont des vrais emplois, parce qu'on sait très bien qui va jouer là-dessus. Les emplois aidés sont créés. Oui, mais ça va savez peut-être permettre d'inverser la tendance, mais est-ce que les emplois aidés sont des vrais emplois ? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais personne ne dit que les emplois aidés sont des vrais emplois. Ce sont des emplois qui permettent à un jeune ou à un moins jeune tout d'un coup de lui remettre le pied à l'étrier, de lui faire retrouver un parcours, soit de formation, de qualification, qui lui permettent aussi de se retrouver à l'intérieur. Alors, est-ce que ça sera une travail. vraie inversion de la courbe du chômage ? Vous dites vous-même que ce ne sont pas des vrais emplois. Mais attendez.
Regardons bien. L'objectif, c'est l'inversion de la courbe de chômage de façon à stopper une spirale. Voilà. Personne ne dit que les emplois durables, ce sont des emplois aidés. Voilà. On sait que la bataille, elle est double. Elle est à la fois d'inverser la courbe du chômage et en même temps de mener la bataille pour la croissance. C'est ce qui se fait au niveau national avec le CICE, le contrat le contrat passé avec les entreprises sur la baisse du coût du travail. Mais ce sont l'ensemble des politiques d'investissement. Le Premier ministre annoncera bientôt un programme d'investissement qui doit permettre de soutenir et de développer l'investissement économique à l'intérieur de notre pays. Voilà. Mais les deux batailles se mènent parallèlement. Voilà. Bataille à la fois parce qu'il faut stopper la spirale du chômage, ce sont les emplois aidés, ce sont les emplois d'avenir, ce sont les contrats de génération, ce seront les emplois francs que moi je vais lancer bientôt dans les quartiers populaires. Et après, emploi durable grâce à la croissance. Et puis la croissance, la bataille pour la compétitivité de la France, pour la croissance. On a trouvé ce pays dans un tel état, avec des filières industrielles qui sont complètement cassées, complètement démolies. C'est pas encore le cas ? Ça se refera pas en un an. Voilà, on a la bataille du redressement économique du pays, elle mettra du temps. Voilà, chacun en est conscient, c'est pour ça que nous avons été élus. L'important est que cette politique de redressement se fasse dans la justice, dans chacune de nos actions. Mais voilà, nous avons une bataille pour l'emploi qui se joue sur tous les fronts, avec tous les outils qui doivent être mis en œuvre, quoi. Alors, à votre agenda, il y a aussi le dossier des retraites, et sur ce dossier, on s'achemine manifestement vers l'allongement de la durée de travail. Mais enfin, il y a quand même encore des dissensions. Ce matin, dans le JDD, vous avez dû voir Robert Hue qui dit qu'il faut privilégier d'autres pistes, et que ça n'est pas la bonne piste. Mais le débat ne fait que commencer. Il y a eu la conférence sociale, ça fait l'objet d'une des tables rondes. Bon, et la concertation va s'engager cette semaine entre le gouvernement et les organisations syndicales et patronales. Donc quand vous dites que telle piste est privilégiée, le président de la République s'est exprimé en disant que pour lui, une des pistes possibles, c'était l'allongement de la durée de cotisation, mais rien n'est tranché. Voilà, le débat s'ouvre, c'est la méthode du Premier ministre, qui est l'ensemble du gouvernement, qui est de concerter, de dialoguer, et bien entendu à un moment de trancher et de prendre les décisions. Donc on est au début du processus de réflexion. Chacun s'exprime dans ce débat. Robert Hue ce matin, d'autres l'ont déjà fait ou vont le faire dans les prochaines semaines. Et puis après, le Parlement sera saisi. Et là, de nouveau, il y aura le débat parlementaire. Donc rien pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée par rapport à une autre. Il y a une méthodologie qui est la concertation et la négociation avec les organisations syndicales et patronales, et une volonté qui est affirmée par le gouvernement, c'est que cette réforme, qui est nécessaire pour sauver notre régime des retraites, pour qu'elle ne soit pas financée à crédit, que cette réforme se fasse dans la justice. Et vous verrez que dans les décisions qui seront prises à la fin, ce fil directeur de la justice sera, de mon point de vue, important. Alors, je voudrais continuer avec M. Robert Hue, puisqu'on en parlait, sur un tout autre sujet. M. Robert Hue a dit que Jean-Luc Mélenchon était un des problèmes du front de gauche. Est-ce que pour vous, il est également un problème pour les socialistes ? Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a choisi une voie qui est celle de l'échec de la gauche. Voilà. Et que d'autres ont fait d'autres choix. Je veux dire, les écologistes ont fait, malgré leurs différences avec les socialistes, ont fait le choix de la participation gouvernementale. Ça veut dire que... ils pourraient être aussi un aiguillon, Mélenchon, en appuyant là où ça fait mal, justement, pour vous faire peut-être rectifier le tir sur certains sujets. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il n'appuie pas forcément là où ça fait mal, c'est qu'il construit un parcours politique, individuel et collectif pour sa formation, qui ne peut passer que par l'échec de la gauche. Et on sait bien quel est l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est de faire le meilleur score possible aux élections européennes. Voilà, donc je pense que pour l'instant, moi j'ai fait le choix de l'action.
C'est à lui qu'il faudrait poser la question. En tout cas, je ne suis pas certain qu'il ait beaucoup aidé le gouvernement depuis un an. Et quand je dis ça, c'est une formule. Mais par ailleurs, je trouve aussi qu'il développe un discours qui n'est pas un discours utile. Certains ont parlé de populisme. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais moi je constate une chose, c'est qu'un des objectifs de Jean-Luc Mélenchon, il s'est situé en opposant à Marine Le Pen et au Front National. Et puis finalement, le constat que je fais, c'est qu'il n'a pas gratté une seule voix au Front National, que ce soit à la présidentielle, que ce soit les législatives ou dans les partielles qui se sont déroulées. Alors, quelque part, je pense qu'il devrait s'interroger sur le contenu de ses discours. Alors, le Front National, on va en parler. Quelles sont, Monsieur le Ministre, les leçons que vous tirez de ce qui s'est passé dimanche dernier à Villeneuve-sur-Lot? C'est un signal rouge qui s'est allumé pour tout le monde? C'est un signal qui s'est allumé pour... un des signaux, parce qu'il y en a déjà eu avant, qui effectivement s'est allumé pour tous les démocrates et pour tous les républicains. Il y a un cocktail, hein. Il n'y a jamais une raison qui fait que tout d'un coup on arrive à un Front National aussi haut. Il y a des raisons locales. Voilà, moi je connais la situation sur la circonscription de Villeneuve-sur-Lot, où il y a de grandes difficultés en milieu rural, mais aussi en milieu urbain. Vous savez que je suis en train de refaire actuellement la carte de la géographie prioritaire de la politique de la ville, et que je suis à peu près, compte tenu des simulations que j'ai, Villeneuve-sur-Lot va rentrer en politique de la ville. Ça veut dire qu'il y a des concentrations de pauvreté qui n'existaient pas il y a 30 ans à l'intérieur de cette commune. Après... Vous faites allusion au harkis ? Pardon ? Vous faites allusion au harkis ? Non, je fais allusion pour l'instant au fait que, assez... je ne vais pas rentrer dans la technique et dans la méthodologie pour déterminer comment on voit les concentrations de pauvreté, mais il se trouve qu'il y a une concentration, et une concentration pour la politique de la ville, c'est 1000 personnes. Vous voyez, qui sont regroupés. Villeneuve-sur-Lot va faire partie des 1000 quartiers dont on parlait tout à l'heure. Voilà, il se peut qu'il y ait un quartier de Villeneuve-sur-Lot qui en fasse partie des 1000 c'est quartiers. Lequel ? Ce n'était pas le cas. Certainement en proximité de centre-ville. Vous voyez. Donc, parce que c'est le fruit de la désindustrialisation dans ces régions. C'est la difficulté pour des villes comme celle-ci qui sont des villes moyennes. De pouvoir s'en sortir face à la crise. Donc ça, c'est un élément local. Bon, il y a aussi le poids des affaires, qui pèse beaucoup. Je veux dire, vous n'ouvrez pas un journal télévisé, vous n'ouvrez pas un journal actuellement sans qu'il y ait une affaire qui ressorte. Et donc ça crée un mauvais climat à l'intérieur de ce pays. Vous parlez des affaires, mais votre collègue au gouvernement, Arnaud Montebourg, lui, il dit que le carburant du FN, c'est M. Barroso, le président de la Commission européenne. Vous pensez quoi, vous, de cette déclaration ? Je pense qu'effectivement, il y a à s'interroger aussi, parce qu'on le constate chaque jour, on l'a vu lors du référendum sur le traité constitutionnel, il y a beaucoup de craintes, beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de certaines politiques qui ont été menées à l'échelle européenne. Moi, je mets pas mais entre crainte et puis dire que c'est le carburant du FN. Et moi, je mets pas en cause les personnes, je mets en cause les politiques. Alors vous diriez que la politique de la Commission européenne, prônée par la Commission, c'est le carburant du Front National ? Je dis que les politiques libérales qui sont menées, parce que vous savez, l'Europe, c'est jamais quelque part que la réunion des pays européens. Voilà. Et il se trouve qu'il y a une majorité de pays européens qui sont actuellement dirigés par des libéraux. Voilà. Alors les politiques libérales qui sont... Ces politiques de droite libérales qui sont qui prônent l'austérité sont effectivement à la fois dangereuses pour le redressement de l'Europe et en même temps vis-à-vis des citoyens soulèvent des incertitudes, des inquiétudes, voire des oppositions, et qu'il faut changer de politique. C'est pour ça que l'élection européenne de l'année prochaine est une élection majeure. Ça vous inquiète ? Parce qu'on a vu un sondage dernièrement qui mettait le Front National à égalité avec les socialistes et avec l'UMP. Le mode de scrutin, ce tripartisme vous inquiète ? Le mode de scrutin, effectivement, proportionnel à un tour, et puis le fait que les députés européens sont assez peu connus, fait que c'est une bataille qui va être très politisée. Bon, mais l'enjeu, il s'agit de ne pas se tromper, c'est que il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'Europe.
Voilà, il s'agit pour la gauche européenne de susciter l'engouement, l'enthousiasme à la fois pour l'idée européenne, mais aussi pour des politiques, bien sûr, une Europe qui soit de gauche. Bien, je veux dire, et il y a un enjeu qui est particulièrement majeur lorsque on parle de M. Barroso. Il se trouve que dans les institutions européennes précédentes, M. Barroso, lui, a été désigné par les gouvernements. L'année prochaine, ça change. Ah oui, enfin, on va avoir des élections en Allemagne et apparemment, Mme Merkel va être L'année prochaine, le président de la Commission européenne, il va être élu. Il va être élu par le Parlement européen sur une proposition de candidature qui vont être issues du vote. Donc tout l'enjeu, toute la bataille pour la gauche, c'est de montrer qu'il est possible de faire bouger les politiques en Europe, de les faire évoluer vers moins d'austérité et vers plus de politiques visant à retrouver de la croissance. Bon, donc c'est un savant équilibre qu'il faut trouver entre la réduction des déficits qui est indispensable et le fait de relancer la machine économique, et que ça passe par effectivement un vote affirmé pour la gauche européenne. Le Parlement européen doit examiner mardi prochain la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen pour ses déclarations sur les prières dans les rues comparées à l'occupation allemande. Vous êtes pour cette levée de l'immunité parlementaire ? Moi, j'ai pas à me situer. C'est la responsabilité des parlementaires européens. Bon, voilà. Mais je crois que effectivement, lorsque une personnalité telle que Marine Le Pen se permet de tels errements, ils doivent être condamnés, et que ça passe forcément par la levée de son immunité parlementaire. Alors, on ne va pas oublier dans cette émission que vous êtes très proche de Martine Aubry, vous avez été son conseiller politique. Vous souhaitez qu'elle joue un rôle plus important, qu'elle entre au gouvernement ? Et là, Martine Aubry a d'abord joué un rôle important dans la victoire de la gauche. À la tête du Parti socialiste, je crois qu'elle a créé les conditions, avec l'ensemble de ses équipes, avec les élus qui étaient autour d'elle, pour que la gauche gagne. Bon, je crois qu'elle avait permis aussi à ce qu'on puisse trouver au sein du Parti socialiste un certain esprit de rassemblement. C'est comme ça que le projet socialiste avait été adopté à l'unanimité. Et puis c'est quelqu'un dont chacun connaît à la fois les engagements, les convictions depuis des années. Bon, donc je pense qu'elle a un rôle à jouer dans ce qui se passe actuellement. Où ça, je n'en sais rien, c'est pas à moi de le décider. Et si elle rentrait au gouvernement, est-ce qu'elle peut être autre chose que Premier ministre ? Je crois que la question ne se pose pas comme ça. Le choix d'un Premier ministre, c'est le choix du Président de la République. Il y a un Premier ministre actuellement. Je travaille avec lui, c'est un excellent Premier ministre. Donc voilà, si un jour la situation politique change, le Président de la République évaluera et prendra les décisions qui sont de sa responsabilité. Donc la question n'est pas de rentrer au gouvernement ou de devenir Premier ministre, c'est de savoir est-ce que Martine Aubry peut apporter quelque chose à la gauche, je le crois. Mais il y a plusieurs façons de le faire, par la parole publique, par la relance de réflexion. Mais on ne l'entend pas beaucoup en ce moment, pourquoi ? Ça sera à elle de décider. Pourquoi elle ne dit rien en ce moment ? Pourquoi on n'entend pas Mme Aubry ? Vous lui poserez la question. Oh, je suis sûr que vous le savez, parce que quand même, vous êtes en relation avec elle, j'imagine. Bien vous avez sûr, été son conseiller à Solferino. Beaucoup de responsables politiques parlent au moment où ils pensent que leur parole est utile. Et ce qui anime Martine Aubry, c'est le fait d'être utile. Voilà, donc pour l'instant, elle soutient activement le gouvernement, elle est en contact avec le Premier ministre, avec le Président de la République, comme elle le dit elle-même quand elle a des critiques. Et elle brûle pas d'envie de rentrer au gouvernement, parce que c'est quand même là qu'on agit. C'est quand même là qu'on agit. C'est une femme d'action. En direct, vis-à-vis de mes collègues du gouvernement, plutôt que d'arriver, de le faire devant les médias. C'est une femme d'action. Elle a un enjeu qui est quand même assez important, c'est de regagner la ville de Lille, parce que c'est majeur, à la fois pour les Lillois, mais pour l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais, qui est une région qui est durement touchée par la crise, et que la ville de Lille, c'est une métropole qui doit être en capacité de rayonner sur l'ensemble de sa région. Donc c'est une bataille politique majeure, et comme elle est une responsable politique nationale, elle prendra sa part, non seulement localement, mais nationalement, j'ai pas d'inquiétude. Un mot pour finir de Nelson Mandela, qui s'en va. Il est, aux dernières nouvelles, toujours dans un état critique, mais stable. C'est une figure mythique, c'est une figure morale, c'est une figure politique aussi pour vous ?
Oui, c'est ça. La personnalité de Nelson Mandela elle a beaucoup d'importance pour moi parce que je fais partie de ces responsables politiques qui sont venus à la politique par l'action internationale, et entre autres dans la lutte contre l'apartheid. Moi, je me rappelle dès les années 75-80, m'être engagé beaucoup dans la campagne qui était menée à l'époque sur le boycott des produits, entre autres des oranges Ouspan. Bon, cette bataille internationale, elle a été un élément majeur. Et Nelson Mandela reste pour nous cette figure effectivement du combat pour l'émancipation, du combat contre l'apartheid, mais aussi celui qui a été, en termes de méthode, qui a été en capacité à un moment de dépasser cette opposition et cette lutte contre ce régime raciste. Mais voilà, justement, qui a été capable de tourner la page de façon intelligente. Vérité et réconciliation. Voilà. Mais est-ce que vous croyez, Monsieur le Ministre, que justement l'Afrique du Sud est suffisamment stabilisée aujourd'hui pour que sa disparition n'entraîne pas de graves tensions entre blancs et noirs? Vous savez, j'ai pris pour habitude de parler des sujets que je connais. Je ne connais pas suffisamment l'Afrique du Sud pour pouvoir répondre à votre question. Je crois qu'en même temps, l'action de Nelson Mandela, il est une figure majeure, on le voit bien pour son peuple, mais je pense que les choses ont beaucoup avancé depuis la fin de l'apartheid, qu'on est passé à une autre étape, que maintenant les Noirs ont accès à l'ensemble des responsabilités, que finalement le rapport avec les Blancs d'Afrique du Sud, avec les Afrikaners, c'est finalement globalement bien passé et bien équilibré. Bon, ce pays a encore de difficultés, mais surtout beaucoup d'atouts, beaucoup de richesses. C'est un acteur qui va compter en Afrique dans les prochaines années, quoi. Nous terminons sur la question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire et en partenariat avec ce site, nous vous posons la question, Monsieur le Ministre, quel est votre livre de chevet en ce moment? Quel livre lisez-vous? Mon livre de chevet, c'est Passions arabes de Gilles Kepel. Qui est un grand spécialiste du monde musulman, du monde arabe, qui a fait un livre sur les banlieues, 95. Tout à fait, mais qui a fait surtout des livres qui pour moi sont plus importants encore avant. Le premier qui était Djihad, qui expliquait ce qui se passait à l'intérieur du monde musulman et la montée du fondamentalisme, qui l'expliquait. Et surtout un livre sur lequel on peut lui rendre hommage maintenant parce que il avait été beaucoup critiqué à l'époque. Ce livre s'appelait Fitna, où il expliquait que ce qui allait se passer dans les années à venir, c'était pas le fameux choc des civilisations entre un monde judéo-chrétien et un monde musulman, c'est une lutte à l'intérieur du monde musulman. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se dérouler actuellement. Après, son livre est passionnant parce que je crois comme c'est un grand connaisseur, il a refait le tour de l'ensemble des pays, et à travers ses rencontres, il explique ce qui est en train de se passer. Je pense que ces printemps arabes que personne n'a vu venir, voilà, sont pour moi représentent beaucoup d'espoir. Vous employez encore le terme de printemps arabe. Oui, parce que malgré tout ce qui se passe. Malgré tout ce qui se passe, mais oui, mais je crois qu'on est dans un monde où une information chasse l'autre, où on va très très vite et ainsi de suite. Ces révolutions, nous-mêmes, combien de temps avons-nous mis avant de stabiliser notre démocratie? On a mis des dizaines, voire au moins une centaine d'années pour y arriver à le faire. Ce qui est en train de se passer quand même, c'est que, et regardez ce qui se passe en Égypte, où finalement cette révolution où les frères musulmans étaient à la pointe, étaient au cœur, ils s'y préparaient depuis longtemps, sont de nouveau maintenant critiqués par le contenu de leur politique, donc les choses bougent. Mais malgré les conflits, malgré les tensions, malgré les heurts, malgré les violences qui se déroulent, je pense qu'on est dans un processus qui va vers plus de démocratie. La démocratie, ça se construit, des fois par le conflit, mais qu'on est sur ce chemin-là. Et que pour nous, il y a peut-être beaucoup d'inquiétudes actuellement, mais je pense qu'il doit y avoir aussi beaucoup d'espoir. François Lamy, ministre délégué à la ville, merci d'avoir été l'invité du grand entretien.